la nouvelle directrice générale m'a renvoyé le jour même de son arrivée, alors que je tenais encore les orchidées que je lui avais apportées en guise de bienvenue. Elle m'a annoncé avec arrogance que mon ère était révolue, sans se douter que 3 jours plus tôt, j'avais déjà signé les documents qui allaient ébranler son propre poste et mettre fin à son bref règne avant même qu'il n'ait commencé. Je m'appelle Adrien Delacroix, j'ai 48 ans et je travaillais chez Logistique Argenty depuis 23 ans. Ce mercredi-là, à 8h50, je me tenais devant la salle de réunion, ce bouquet à la main. Malgré le temps passé, je croyais encore à des concepts un peu désuets comme l'esprit d'équipe et l'accueil des nouveaux dirigeants. Les orchidées étaient pour Élodie Marchand, la toute nouvelle directrice générale. Sa réputation la précédait, diplômée d'HEC Paris, 4 restructurations réussies à son actif et connue pour réduire le personnel avec la précision d'un sécateur. Dès sa première semaine, elle avait déjà annulé un contrat avec des fournisseurs qui nous coûtaient 14 000 € par an et avait fait passer l'efficacité de l'entrepôt de 93% à 95%. Elle était intelligente, sans aucun doute, mais j'avais survécu à 3 directeurs avant elle. J'ai frappé 2 fois à la porte et je suis entré. Élodie était assise en bout de table, accompagnée de 2 jeunes hommes aux montres coûteuses que je n'avais jamais vues. « Bonjour », ai-je dit en présentant les fleurs. « Adrien Delacroix, votre temps ici est terminé. » J'ai senti mon estomac se nouer. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table comme s'il s'agissait de papier de divorce. Pas un bonjour, pas une explication aimable. Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. La sécurité vous attend dehors. Je suis resté là, les orchidées à la main, tandis que 23 ans de travail défilaient devant moi comme un film. Le désastre de l'expédition de Marseille que j'avais réussi à résoudre après 4 jours de chaos douanier et 14 000 € de pénalité. L'audit de 2019 où j'avais détecté des erreurs qui nous avaient fait économiser 7 800 000 €. Le mariage de mon frère que j'avais manqué parce que le système s'était effondré et que j'étais le seul à pouvoir le réparer. Rien de tout cela ne comptait. C'est l'évolution, a-t-elle poursuivi. Logistique Argenty doit se délester de son poids mort si elle veut survivre. Votre départ démontrera notre engagement envers le changement. Poids mort, c'est ainsi qu'elle m'a appelé. Un des hommes a souri d'un air moqueur. L'autre filmait toute la scène avec son téléphone. Il voulait documenter l'instant, probablement pour le montrer au conseil d'administration comme un exemple de leadership ferme. Ils avaient même une feuille avec mon nom et des points de discussion pour justifier mon licenciement. Tout avait été planifié comme une opération militaire. Au bout de 40 secondes, les agents de sécurité étaient déjà à la porte. C'étaient des prestataires externes. Élodie avait organisé chaque détail. J'ai pris l'enveloppe, j'ai posé les orchidées sur la table comme un monument funéraire et j'ai quitté la salle en essayant de garder ma dignité. Derrière moi, sa voix a retenti, glaciale, excellent. Parlons maintenant du calendrier de la restructuration. Mon bureau semblait plus petit en sachant qu'il n'était plus le mien. 19 ans dans cet espace, réduit à un carton. Un des agents me l'a tendu maladroitement. C'était Henri, le plus grand, avec qui j'avais discuté des centaines de fois de sa fille et de la pâtisserie de sa femme. Maintenant, il évitait mon regard. « Je suis désolé, monsieur Delacroix », a-t-il murmuré. « Ce sont les ordres. » Dans le carton, il n'y avait qu'une poignée d'objets, une tasse ébréchée, une plaque de bronze à mon nom et quelques photos. À travers la vitre, François Lemoine m'a regardé et a hoché la tête à peine. C'était tout ce qu'il pouvait faire sans se compromettre. Plus loin, Chloé, des ressources humaines, avait la main sur la bouche. Sébastien Perrier faisait semblant de travailler devant son écran, le visage rouge de nervosité. Mon téléphone a vibré avec des messages de Chloé, de Saune et de François, tous disant la même chose, « Je suis désolé ». Personne d'autre n'a osé me regarder alors que je traversais le couloir. 47 employés à cet étage et pas un seul n'a levé les yeux. La peur était contagieuse. Élodie Marchand n'était en poste que depuis 7 jours et avait déjà semé la terreur. Je me suis assis sur ma chaise une dernière fois. J'ai respiré profondément pendant 20 secondes et je me suis permis de tout ressentir, la colère, l'humiliation, la lassitude d'avoir tout donné pour ne rien recevoir. Puis je me suis levé, j'ai pris le carton et j'ai marché vers l'ascenseur. La descente fut à la fois littérale et symbolique. En traversant le hall, le silence était absolu. Les agents ont seulement pu dire « Prenez soin de vous, monsieur Delacroix », a chuchoté Henri. Dehors,
il pleuvinait, comme si le ciel parisien aussi me disait adieu. Puis un klaxon a rompu le silence. C'était Bastien, mon ami de toujours, avec sa camionnette tachée de graisse. « Tu vas rester planté là où tu montes » a-t-il crié. Chloé l'avait appelé, prévoyant que j'aurais besoin d'une exfiltration. Je suis monté et il a jeté le carton à l'arrière, le fixant avec un tendeur. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » a-t-il demandé en démarrant. « Je ne sais pas encore » ai-je menti. En réalité, je le savais parfaitement. Il m'a ramené à mon appartement dans le 15e arrondissement et m'a aidé à monter le carton. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, une caution, une fuite, des pneus, n'importe quoi. » Quand il est parti, j'ai ouvert l'enveloppe de licenciement. 6 mois de salaire, les avantages sociaux jusqu'en décembre et une clause de confidentialité typique, ne pas parler des opérations, des clients ou des processus pendant 24 mois. Tout était parfaitement scellé, à l'exception d'une phrase cachée dans les petits caractères, les cadres sortants conserveront leur droit de communication avec les actionnaires conformément aux droits des sociétés français. L'équipe juridique d'Élodie ne l'avait pas remarqué. Ils avaient sûrement bâclé les papiers pour suivre son programme agressif. Cette seule ligne allait lui coûter cher, très cher. J'ai signé le document et j'ai souri. Il voulait que je me taise. Parfait. Je le ferai pendant exactement 72 heures. 3 jours plus tôt. 3 jours avant cette exécution, mon téléphone avait sonné un dimanche à 22 heures. C'était René Beaumont, le fondateur de Logistique Argentie, à la retraite depuis 2021. Il n'appelait jamais sans raison. « Adrien, je dois te voir ce soir » a-t-il dit. 30 minutes plus tard, j'étais dans son bureau. Il était toujours aussi impeccable, habillé comme s'il sortait d'une réunion. L'air sentait le bois et le vieux cuir. Les murs étaient couverts de cartes de route maritime et de photos encadrées des premières années de l'entreprise. René, devant l'entrepôt d'origine en 1989, entouré de 8 employés. Aujourd'hui, l'entreprise comptait 847 salariés répartis dans 6 régions. Le conseil est sur le point de commettre une erreur catastrophique avec Élodie Marchand, m'a-t-il dit d'un ton grave. Elle va démolir cette entreprise pour gonfler ses résultats trimestriels, puis elle s'en ira. Il m'a tendu un dossier. Je possède encore 44% des actions avec droit de vote. Le conseil d'administration m'a toujours considéré comme inoffensif. Il ne pouvait pas avoir plus tort. Dans le dossier devant moi se trouvaient des documents juridiques, des accords de transfert et des clauses qui mentionnaient mon nom cette fois rien que sur la première page. Tout indiquait la même chose, René Beaumont me vendait ses actions. Toutes. 4 700 000. Il m'a observé en silence pendant que j'examinais les papiers. Il n'y a pas de plan de paiement à long terme, lui ai-je dit. Tu n'en as pas besoin, a-t-il répondu en s'adossant à son fauteuil. Le premier versement aura lieu au prochain trimestre. Je prépare ça en secret depuis 4 mois. Tu n'as qu'à signer. Je me suis arrêté un instant. Pourquoi ? 23 ans. Tu n'as jamais fait passer tes intérêts avant ceux de cette entreprise. Je sais que tu as manqué le mariage de ton frère, que tu as refusé 4 offres d'emploi qui auraient triplé ton salaire. Ce n'est pas de la flatterie, Adrien, c'est de la loyauté. René a sorti un ancien stylo plume. Je l'ai utilisé pour signer les documents fondateurs de Logistique Argentie, a-t-il dit en le plaçant dans ma main. L'inscription gravée disait « Construis quelque chose qui dure ». Si tu signes, tu posséderas 44%. Tu seras l'actionnaire majoritaire. Élodie Marchand te rendra des comptes. Mais nous devons garder cela secret pendant 72 heures. Je veux voir qui montrera son vrai visage quand ils croiront que tu n'as plus de pouvoir. J'ai regardé les documents. C'était soit l'opportunité de ma vie, soit le piège le plus élaboré de l'histoire de l'entreprise. Chaque clause était blindée, rédigée avec une précision millimétrique. L'avocat de René avait construit une forteresse juridique, droit de gouvernance, calendrier de paiement, mécanisme de défense en cas de litige. Le conseil va résister, ai-je prévenu. Le conseil suit le pouvoir. Quand ils comprendront que tu l'as, ils s'aligneront, a-t-il répliqué avec un sourire. Élodie voudra un sacrifice public. Elle a besoin d'une victime pour son discours de nouvelle ère. J'ai signé chaque page. René a parlé pendant que nous scellions les enveloppes, le dépôt est enregistré mardi. Mercredi, il te licencie.
D'ici vendredi, tu seras le propriétaire absolu. Avant que je parte, il a passé un dernier appel à mon ex-femme, Camille. Malgré notre divorce en 2018, nous entretenions une relation cordiale. Elle était experte comptable spécialisée dans les litiges d'entreprise, brillante et acérée. Nous nous étions séparés parce que mon véritable mariage avait été avec Logistique Argentie. 40 minutes plus tard, Camille est arrivée au bureau, a pris les documents et les a examinés rapidement. Tu achètes l'entreprise qui t'a coûté ta vie personnelle. J'espère que ça en vaut la peine. René est intervenue, mais elle l'a ignoré. Elle a tourné les pages et a pointé une section. Clause 9.2. Tout actionnaire détenant plus de 42% a l'autorité finale sur les décisions de personnel, les budgets supérieurs à 1 900 000 € et les changements structurels. C'est ton bouton nucléaire? C'est toujours en vigueur, ai-je demandé. Rédigé en 1989. Jamais modifié. Elle a regardé René. Tu t'en es assuré, n'est-ce pas? Il a souri. Pendant 1h30, Camille a analysé chaque point, marquant les vulnérabilités, anticipant les mouvements du conseil. À chaque observation, René avait déjà la réponse prête. C'était un document impénétrable. Tu seras propriétaire de 44% mardi, a-t-elle dit. La clause s'activera automatiquement. Pour l'invalider, le conseil a besoin de l'unanimité. Chose impossible. Alors, je suis couvert? Tu es blindé, a-t-elle confirmé. Elle a sorti son ordinateur portable. Je vais rédiger 2 documents, un résumé exécutif pour le conseil et une motion pour un vote immédiat. Sans délai. S'il vote non, il viole les statuts et s'expose à une poursuite en justice. Tu fais en sorte qu'obéir soit plus facile que de résister, a commenté René. Amusant. C'est la base de la guerre d'entreprise, a-t-elle répondu sans lever les yeux. 50 minutes plus tard, les 2 documents étaient prêts. Envoie-les 40 minutes avant la réunion de vendredi, m'a-t-elle dit. Cette nuit-là, René et moi avons passé en revue le calendrier. Enregistrement le mardi, laisser Élodie me renvoyer le mercredi, observer l'effondrement pendant 72 heures et vendredi, porter le coup de grâce. Sur le chemin du retour, les copies signées reposaient sur le siège passager. Mon téléphone a vibré. Camille, tout ira bien. Fais confiance au processus et offre-toi un dîner cher quand ce sera fini. C'est toi qui invites. Moi, marché conclu. Mardi, 7h30. Le transfert de propriété a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Camille avait tout calculé. Le registre ouvrait à 7h, a traité les documents à 7h18 et a confirmé à 7h30. Camille, c'est officiel. Tu es le propriétaire. Essaie de ne pas tout gâcher tout de suite. Le mercredi est arrivé. J'ai été renvoyé. Je suis sorti du bâtiment et Bastien est venu me chercher dans sa camionnette. Cet après-midi-là, Camille a rappelé. J'ai appris ce qui s'est passé. Envoie-moi ton dossier de licenciement. Je le lui ai scanné. 12 minutes de silence ont suivi. Tu es clean. C'est un accord standard. Ça n'affecte pas ta position d'actionnaire. Ils n'ont même pas pensé à l'inclure. J'ai entendu son clavier. Je termine le résumé. Le conseil votera pour reconnaître ton statut et mettre à jour la gouvernance. S'ils refusent, ils enfreignent les statuts. Je vais le rendre très clair. Jeudi, Bastien m'a appelé. J'ai une course pour toi. Je n'ai pas besoin de travail en ce moment. Ce n'est pas ça. C'est tactique. Puis un autre appel est arrivé. C'était René. Le conseil essaie de te joindre. Ils sont agités. Bastien a ajouté, Camille a besoin des documents certifiés avant 17h. Le greffe ferme à cette heure-là et elle est en réunion jusqu'à 16h. Je serai ton coursier d'urgence. Je passe à 16h, j'arrive au greffe avant la fermeture et j'envoie tout chez Norbert Fort pour qu'il l'ait à la première heure vendredi. Il a plaisanté, les ascenseurs du bâtiment de Camille tombent souvent en panne, n'est-ce pas? Eh bien, ils tomberont en panne à 15h45. Je facturerai 94 € pour la livraison express, 17 pour le traumatisme de l'ascenseur et 26 pour l'angoisse existentielle face à la bureaucratie de l'État. L'angoisse existentielle?
Ligne séparée sur la facture. À prendre ou à laisser. Je prends. À 16 heures, Bastien a récupéré les documents. 5 sauts officiels, tout en ordre. À 20 heures, le colis était en route pour la maison de Norbert Faure, le membre du conseil le plus méticuleux, célèbre pour lire chaque mot 3 fois avant de voter. Exactement le genre de personne qui devait recevoir ce dossier. Bastien a enveloppé le colis de ruban rouge, impossible à ignorer, et l'a laissé sur sa porte à 6 heures du matin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Camille, arrête de trop réfléchir. Les clauses sont claires. La motion est solide. Arrive serein. Laisse les documents parler. Moi, comment sais-tu que je suis réveillé? Camille, parce que je te connais. Tu analyses tout à l'excès. C'est pour ça qu'on a divorcé. Maintenant, dors. Demain, tu as un conseil à dominer. J'ai dormi 3 heures. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé du café et je suis resté à regarder le ciel s'éclaircir par la fenêtre. Ce jour-là, Élodie Marchand découvrirait qu'elle avait renvoyé son propre patron. Ce jour-là, le conseil de logistique Argentie comprendrait qui avait réellement le contrôle. En milieu de matinée, alors que tout se déroulait dans le bâtiment principal, j'ai reçu un message de Sébastien Perrier. Il faut que tu écoutes ça. Il était accompagné d'un fichier audio. C'était la voix d'Élodie, claire et assurée, s'adressant aux 23 directeurs et managers lors de sa première réunion officielle. La salle était pleine de cadres qui avaient bâti leur carrière chez Logistique Argentie. La nouvelle direction parlait avec froideur. Nous ne sommes plus à une époque de sentimentalisme. Cette entreprise a traîné un poids mort pendant trop longtemps. Adrien Delacroix représentait tout ce qu'il y avait de toxique dans l'ancienne culture de Logistique Argentie. Son départ n'est pas symbolique, c'est une chirurgie nécessaire. Nous éliminons des tumeurs. Il y eut des murmures, des regards gênés. La voix d'Élodie Marchand continua sans hésiter. Gestion des risques, conformité, logistique. Tous des domaines remplis de fossiles comme Delacroix. Ça se termine aujourd'hui. Nous allons tout reconstruire à partir de zéro. Celui qui ne s'adapte pas peut le suivre par la porte. Silence absolu. Puis, Mathieu a osé parler. Avec tout le respect que je vous dois, Adrien a sauvé cette entreprise plus d'une fois. Élodie l'a interrompu avec un sourire glacial. Nous ne gérons pas un musée de la nostalgie. Nous construisons l'avenir. Delacroix était une encre. Maintenant, il est parti. Fin de la discussion. L'enregistrement s'est arrêté. Je suis resté silencieux pendant 30 secondes. Non seulement elle m'avait renvoyé, mais elle avait fait de moi son exemple, un avertissement pour quiconque oserait remettre en question son autorité. Le fichier audio était daté de 9h40. Élodie avait attendu moins de 2 heures après mon licenciement pour détruire ma réputation devant toute l'équipe de direction. J'ai transféré l'audio à Camille. Sa réponse est arrivée en 53 secondes. Elle nous facilite le travail. Diffamer publiquement un actionnaire majoritaire, m'a-t-elle écrit. 25 minutes plus tard, elle m'a appelé. La section 13.4 du règlement intérieur couvre la conduite des dirigeants. Ce qu'elle a dit viole les politiques. On peut l'utiliser. Oui, ai-je répondu. Ça établit un leadership négligent. 4 jours comme directrice générale et elle a déjà enfreint les règles de conduite, a-t-elle ajouté, en tapant quelque chose sur son document. Je vais inclure une note supplémentaire. Elle ne sera pas évidente à moins de lire attentivement. Tu es brillante, lui ai-je dit. Je suis méticuleuse, a-t-elle répondu avant de raccrocher. J'ai réécouté l'audio. La voix d'Élodie distillait le mépris, mais aussi autre chose, du désespoir. Elle avait besoin de m'éliminer rapidement parce que je représentais tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler, 23 ans de relations, de connaissances institutionnelles et la loyauté de ceux qui avaient travaillé avec moi lors de véritables crises. Elle a cru qu'avec des indicateurs d'efficacité et un diplôme d'HEC, elle pourrait dominer une entreprise construite avec des gens, pas avec des feuilles de calcul. Mon téléphone a vibré. François Lemoine m'a écrit, ils sont terrifiés. La moitié des managers mettent à jour leur profil LinkedIn. Puis un autre message de Saône, Chloé pleure dans son bureau. Elle pense être la prochaine. Ce soir-là, Bastien m'a appelé. Le colis est chez Norbert Faure.
Je l'ai coincé dans la porte pour qu'il trébuche dessus en sortant. Tu es terrible, lui ai-je dit. Je suis le meilleur, a-t-il répondu en riant. Ford ouvrira ça à 6 heures avec son café et s'étouffera en comprenant ce que ça signifie. J'ai pris des notes. Elodie avait mis en œuvre 17 changements opérationnels en 7 jours. 11 d'entre eux annulaient mes décisions des 5 dernières années et 4 entraîneraient des pertes en moins de 6 mois. J'avais déjà fait les projections. Elle ne reconstruisait pas une entreprise, elle fabriquait son CV. La colère s'était dissipée, il ne restait plus que la patience. Le lendemain, Elodie Marchand apprendrait la différence. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Le vendredi s'est levé différemment. Je me suis réveillé sans réveil, l'esprit déjà en train de calculer des scénarios. La réunion du conseil était à 10 heures. Norbert Ford aurait trouvé les documents certifiés sur sa porte en ramassant le journal. Il aurait eu près de 4 heures pour paniquer, appeler des avocats et comprendre que Camille l'avait acculé. J'ai préparé du café, j'ai pris une douche et j'ai choisi mon costume gris foncé, réservé aux réunions importantes, avec une simple cravate bleue. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 7h36, puis il a explosé. Message de Ford, nous devons parler des documents que j'ai reçus ce matin. Puis un autre de Laurent, Adrien, c'est très irrégulier. Le conseil aurait dû être consulté. Et un autre d'Amélie, ce transfert de propriété est-il légitime? Je n'ai répondu à aucun. Camille avait été claire, laisse-les se noyer tout seuls. Tout était légal. Les statuts étaient contraignants. L'entreprise m'appartenait. Camille a rappelé. L'avocat de Ford m'a recontacté. Il a demandé une négociation. Je lui ai répondu que les statuts ne se négocient pas. Il est resté silencieux. Le conseil tentera un dernier coup, ils contesteront le moment du transfert. Je t'envoie un autre document, résumé des objections possibles et tes réponses. Le fichier est arrivé quelques secondes plus tard. 9 objections, chacune avec une réplique de 2 lignes. Précis, net. Tu es incroyablement doué, lui ai-je dit. C'est mon travail, a-t-elle répondu. À 9h30, je suis arrivé à la Tour Argentie. Le parking semblait différent. Mon ancienne place avait déjà une autre voiture, quelqu'un de l'équipe d'Elodie. Je me suis garé 3 niveaux plus bas. Bastien a appelé. Prêt? Oui, je le suis. Tu veux que je vienne? Je peux débarquer avec mon uniforme pour te donner l'air plus imposant. Je peux gérer ça tout seul. L'offre reste valable. Et je vais te facturer 23 € pour soutien moral par téléphone, a-t-il plaisanté. L'ascenseur a semblé prendre une éternité. Pendant que je montais, j'ai reçu un dernier message de Camille, section 9-2, ton à tout mettre. La salle de conférence était presque pleine. Les administrateurs parlaient en petits groupes, jetant des regards entre Norbert Ford et la chaise vide en bout de table, le siège d'Elodie. Mais à l'autre extrémité, il y avait une autre chaise avec un simple écriteau, actionnaire majoritaire. René Beaumont avait dû organiser cela. Il a toujours compris la valeur du théâtre d'entreprise. Je suis resté debout près de la fenêtre, la main touchant le stylo plume dans ma poche. Qu'il me voie, qu'il s'interroge. Ford s'est approché, une enveloppe Kraft à la main. Adrien, nous devons parler de ces documents. Nous le ferons dans 3 minutes, ai-je répondu calmement. Cela met le conseil dans une situation compliquée. Les statuts de Logistique Argentie étaient un document volumineux, rédigé avec la froideur des avocats qui cherchent à couvrir tous les scénarios imaginables. Mais ce matin-là, sa section 9.2 est devenue l'axe de toute la discussion. Il n'y avait aucune ambiguïté possible. Le conseil devait se conformer à la procédure qui y était décrite. La loi, la structure, le pouvoir. Tout était clair. Laurent fut le premier à s'approcher. Son visage reflétait ce mélange de nervosité et de prudence que seuls les vétérans du monde de l'entreprise savent mal dissimuler. Adrien, personne ne remet en question la légalité de la chose, dit-il à voix basse, comme s'il craignait que les murs n'entendent. Mais les apparences ne sont pas idéales. Les apparences sont simples, Laurent, ai-je répondu sans élever la voix. René a vendu ses parts à quelqu'un en qui il avait confiance. Et c'est exactement ce que son droit de fondateur lui permet de faire. Le murmure parmi les membres du conseil cessa brusquement lorsque l'horloge sonna 10 heures.
La porte s'ouvrit avec un bruit métallique et Élodie Marchand entra. Ses pas résonnèrent avec une précision militaire sur le sol en marbre, chaque talon marquant un rythme sec. Elle portait un tailleur sombre parfaitement ajusté et une expression qui se voulait être celle d'un contrôle absolu, bien que ses yeux, vifs et froids, cherchaient déjà des ennemis dans la salle. Son regard me trouva et s'arrêta. Elle n'essaya même pas de dissimuler son mépris. Elle était venue préparée pour une réunion de conseil de routine, le genre de réunion où sa parole ferait loi. Ce qu'elle trouva, cependant, fut un champ de bataille soigneusement préparé pour l'exposer. Elle prit sa place en tête de la table ovale, mais ne s'assit pas. « Je déclare cette séance ouverte », annonça-t-elle fermement. « Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion ce matin. » « Aucune confusion, Madame Marchand, ai-je répondu, en marchant lentement vers le siège vide au bout de la table. « La seule chose qu'il y a, c'est une nouvelle information, une information que vous n'aviez pas encore. » Les têtes se tournèrent à l'unisson. Je pouvais sentir le poids des regards des 11 administrateurs qui, en quelques minutes, allaient comprendre que tout ce qu'ils croyaient savoir sur la structure du pouvoir chez Logistique Argenty était sur le point de s'effondrer. Depuis mardi, ai-je poursuivi d'une voix mesurée, sans avoir besoin de l'élever, je suis devenu l'actionnaire majoritaire de cette société. Le transfert de propriété a été signé, enregistré et validé par le greffe du tribunal de commerce. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'email et montré la confirmation avec le sceau officiel. Voici la preuve et, si quelqu'un le souhaite, il peut contacter le greffe. Les registres sont publics. Élodie resta figée, mais ses mains, qui quelques secondes auparavant reposaient avec élégance sur le dossier de la chaise, le serraient maintenant avec force. C'est une prise de contrôle hostile, dit-elle les lèvres pincées. Ceci, ai-je répliqué sans me laisser perturber, est une transaction légale entre René Beaumont, fondateur et propriétaire de 44% des actions avec droit de vote, et moi, Adrien Delacroix. C'était un accord privé et absolument légitime, conforme à la loi et au statut de Logistique Argenty. Laurent toussa pour combler le silence gênant. Adrien, bien que cela soit inattendu, nous devons parler des implications. Nous le ferons, Laurent, ai-je affirmé. Mais il y a d'abord quelque chose que vous devez tous savoir. Je me suis assis sur le siège de l'actionnaire majoritaire, laissant le geste parler plus que n'importe quel mot. Il y a 3 jours, ai-je continué, j'ai été renvoyé par Madame Marchand publiquement et sans préavis. Dans son discours, elle a utilisé mon départ comme une démonstration de son leadership novateur. Elle a dit que j'étais une tumeur, un poids mort qui maintenait Logistique Argenty ancré dans le passé. Le murmure fut immédiat. Certains détournèrent le regard, d'autres firent semblant de consulter des documents. Élodie se crispa, mais n'interrompit pas. Ce qu'elle ne savait pas, ai-je ajouté, c'est que 3 jours avant sa grande annonce, les documents du transfert d'actions avaient déjà été signés, ce qui signifie que lorsqu'elle m'a renvoyé devant le personnel et a fait de moi son trophée du changement, elle renvoyait en réalité son propre patron. Il y eut un silence prolongé, à peine rompu par le bourdonnement de la climatisation. Un mélange de surprise, de malaise et, dans certains cas, d'une pointe de satisfaction contenue. Bien sûr, ai-je poursuivi, son avocate pourra tenter de faire valoir que cette transaction a été réalisée de mauvaise foi, mais la chronologie est irréfutable. Les documents ont été signés et enregistrés avant sa décision. Élodie cligna des yeux, le visage tendu. Elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait aggraver sa position. Votre licenciement n'a fait que confirmer ce que René soupçonnait, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Il craignait que vous ne privilégiiez les gestes symboliques à l'expérience, que vous ne vouliez faire du bruit avant de comprendre le métier. Malheureusement, il a eu raison. C'est ridicule, a-t-elle répliqué en haussant le ton. Le conseil m'a engagé pour restructurer l'entreprise. Le conseil vous a engagé pour diriger les opérations, pas pour prendre des décisions unilatérales qui compromettent l'avenir de la société, ai-je répondu. Et votre jugement, Adrien, a-t-elle lancé avec rage. Le problème à Marseille en 2017. Vous avez parié sur une route douanière sans vérifier. Nous avons eu 4 jours de retard et 165 000 € de pénalité. C'est ce que vous appelez de l'expérience ? Le silence s'est à nouveau imposé. Vous avez raison, ai-je acquiescé. C'était une décision risquée et oui, elle aurait pu mal tourner, mais cette manœuvre a maintenu l'approvisionnement de nos clients pendant la tempête qui a paralysé le port de Marseille pendant plus d'1 semaine. Nous avons perdu 165 000 €, oui, mais nous avons sauvé des contrats de plus de 2 millions d'euros.
Parfois, le leadership implique de prendre des risques, puis de rester pour réparer les dégâts. C'est ce que j'ai fait. Élodie se tut. Sa confiance commençait à se fissurer. Norbert Faure, qui examinait une enveloppe Kraft, leva les yeux vers moi. Votre avocate a préparé une motion pour que le conseil vote, c'est bien ça? Exactement, ai-je répondu. Ce n'est qu'une formalité. Les statuts établissent déjà la structure de gouvernance. Nous avons seulement besoin de formaliser l'acceptation du conseil. Je me suis penché vers eux. Si vous votez pour, nous avançons sans conflit. Si vous votez contre, vous vous exposez à des poursuites pour manquement à l'obligation fiduciaire. Et tout le monde ici sait qu'aucun tribunal ne verra d'un bon œil une résistance infondée à un transfert légal. L'atmosphère devint glaciale. Je pouvais voir la sueur sur le front de Laurent. Amélie leva une main prudente. Adrien, peut-être devrions-nous consulter l'avocat du conseil. Il l'a déjà fait, ai-je répliqué. L'avocat de Norbert a parlé au mien hier soir et ce matin. Il a confirmé que le transfert est valide et contraignant. Vous pouvez demander un deuxième avis, mais le résultat sera le même. Élodie se redressa. Je ne compte pas travailler dans ces conditions. Si chaque décision doit passer par le conseil, cette entreprise sera paralysée. Alors démissionnez, ai-je dit sans m'énerver. Je ne cherche pas la confrontation, seulement le respect des règles. Si vous pouvez travailler avec, très bien. Sinon, la porte est ouverte. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Les membres du conseil échangèrent des regards rapides, silencieux, mesurant le nouvel ordre. Finalement, Norbert prit la parole. Je pense que nous devrions voter. D'accord, ai-je répondu. Ceux qui sont en faveur de reconnaître officiellement la position d'Adrien Delacroix comme actionnaire majoritaire et d'ajuster les procédures selon la section 9.2, levez la main. Une à une, 9 mains se levèrent. Sur 11 administrateurs, c'était une large majorité. Contre, demanda Norbert. Une seule main, celle de l'administrateur dont tout le monde savait qu'il devait son poste à Élodie. Abstention? Une autre, de celui qui ne prenait jamais position avant de voir qui gagnait. Norbert hocha la tête. La motion est approuvée. Monsieur Delacroix, le Conseil reconnaît votre autorité en tant qu'actionnaire majoritaire et ajustera les procédures conformément au statut. Je me suis levé. Je vous remercie de votre intégrité. Nous devons maintenant traiter une question en suspens, la continuité de Madame Marchand. La tension revint dans l'air. Élodie ne détourna pas le regard, mais sa respiration était plus rapide. Certains membres du conseil semblaient mal à l'aise, d'autres soulagés que quelqu'un ait enfin mis des limites au chaos. J'ai attendu quelques secondes avant de parler. Madame Marchand, vous avez deux options. Vous pouvez continuer en tant que directrice générale sous la structure nouvellement ratifiée, avec les règles que vous connaissez déjà, toutes les décisions de haut niveau passeront par le conseil. Les embauches ou licenciements de personnel de direction nécessiteront une approbation et toute réaffectation budgétaire supérieure à 1 900 000 € exigera une signature collégiale. J'ai marqué une pause. Ou vous pouvez démissionner avec un package d'indemnisation standard et poursuivre votre carrière sur un autre projet. Le choix, Madame Marchand, vous appartient entièrement. L'atmosphère dans la salle de réunion se tendit immédiatement. Je pouvais voir la mâchoire d'Élodie Marchand se contracter, retenant une réponse qui semblait sur le point d'exploser. Tu me forces à partir, dit-elle sans détourner le regard. Je te donne une option, ai-je répondu calmement. Il y a une différence. Je fis rouler le stylo plume entre mes doigts, prenant mon temps avant de continuer. Elle était arrivée avec une attitude hostile, décidée à tout restructurer dès le premier jour, sans mesurer les conséquences. Certaines de ses idées pouvaient avoir du sens, oui, mais diriger ne consiste pas uniquement à couper et à démanteler. Norbert Faure s'agita mal à l'aise sur son siège. Adrien, peut-être devrions-nous en discuter en séance exécutive. Je secouai lentement la tête. Ce n'est pas nécessaire, Norbert. Gardant les yeux fixés sur Élodie, j'ai ajouté, Madame Marchand a été claire lors de la réunion de direction de jeudi. Elle veut une autonomie totale pour imposer sa vision. Cependant, les statuts n'accordent ce niveau d'autorité à personne, pas même à moi. Si elle ne peut pas travailler dans ce cadre, alors nous perdons le temps de tout le monde. Elle resta silencieuse, évaluant ses possibilités.
On pouvait voir dans ses yeux comment elle essayait de calculer si elle pouvait convaincre le conseil d'annuler les statuts ou de manipuler la situation à son avantage. Non, elle ne le pouvait pas, et la voir le comprendre fut une récompense meilleure que n'importe quelle indemnité. J'aurai besoin du week-end pour y réfléchir, dit-elle finalement. Tu as jusqu'à lundi 9h. Si je n'ai pas de réponse d'ici là, le conseil considérera que tu démissionnes et commencera la recherche de ton remplaçant. Je me suis levé et j'ai rangé le stylo dans ma poche. Cette réunion est terminée. Alors que je me dirigeais vers la porte, le murmure se multiplia dans la salle. Voix basse, discussions urgentes. Le conseil commençait déjà à se diviser en camps. Norbert me rattrapa juste au moment où j'ouvrais la porte. Adrien, nous devrions parler de ce qui se passera lundi. Pas maintenant. Laissons tout le monde digérer ce qui s'est passé pendant le week-end. Et si Élodie part, alors elle part. Cette entreprise existait avant elle et continuera d'exister après. J'ai fait une pause avant d'ajouter, mais je ne pense pas qu'elle partira. Elle est trop fière pour accepter la défaite. Elle essaiera de contre-attaquer, et c'est très bien. Je suis sorti de la salle et me suis dirigé vers l'ascenseur. Le téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Camille. Comment ça s'est passé? La motion est passée. 9-1-1. Parfait. Je t'envoie le document mis à jour sur les procédures de gouvernance. Transfère-le au conseil avant la fin de la journée. Comme ça, personne ne pourra prétendre à une confusion. Un autre message est apparu à l'écran. Cette fois de Bastien. J'ai vu la reine de glace d'HEC sortir furieuse. Tu as gagné. Pas encore, mais j'en suis proche. L'ascenseur s'arrêta dans le hall. L'ambiance à l'étage de la direction n'était plus la même. Certains employés me regardaient avec respect, d'autres hochèrent même la tête. Chloé, des ressources humaines, passa devant moi et me murmura un merci à peine audible. Dehors, Bastien m'attendait dans sa vieille camionnette, la casquette à l'envers et un sourire en coin. Rapport de surveillance, dit-il en baissant la vitre. Une directrice générale furieuse, 3 types qui ont l'air de ne rien comprendre et un groupe d'employés qui semble plus détendu que jamais. Envoie-moi la facture. C'est déjà fait. 6,2 heures à 38 € chacune. Il leva un doigt avant que je ne parle. Et 14 de plus pour le traumatisme émotionnel d'assister à une guerre d'entreprise en direct. Il sourit, satisfait. Tu as brillé là-dedans? Je n'ai pas encore gagné, lui ai-je répondu. Elle a jusqu'à lundi. Personne d'aussi arrogant ne supporte d'être le subordonné d'un autre. Bastien fouilla dans la boîte à gants et en sortit une feuille froissée écrite au crayon bleu. Au fait, voici le détail complet, service de ramassage après licenciement, manipulation de charges premium, utilisation de tendeurs, envoi express chez Ford, traumatisme émotionnel dû aux ascenseurs, angoisse existentielle face à la bureaucratie et recherche d'essence en banlieue. Total, 290 €. Arrondi, 3 cents. Espèce ou paiement mobile, demanda-t-il amusé. Paiement mobile. Je t'envoie 330, garde la monnaie. Généreux, j'aime ça, répondit-il en riant. Et sérieusement, si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi. L'offre de crever des pneus est toujours valable. Quand il est parti, je suis resté quelques minutes dans ma voiture, moteur allumé. Le téléphone a de nouveau vibré. Encore Camille. Envoi supplémentaire, préparation de la réunion de vendredi. Rédaction des motions du conseil. Révision des documents. Gestion de crise et rappel que j'ai toujours raison. Total, 900 €. Paiement sous 30 jours. Quelques secondes plus tard, un autre message, dîner vendredi. Ce restaurant cher du centre-ville où tu refuses toujours d'aller. On va fêter ça. C'est toi qui invites. J'ai souri et je l'ai payé immédiatement, ajoutant un pourboire de 150 € avec la note pour avoir rendu ça à l'épreuve des balles. Sa réponse est arrivée presque instantanément, pourboire accepté. Tu apprends? Le soir même, j'ai transféré aux 11 membres du conseil le document que Camille avait préparé. Il détaillait avec précision le nouveau processus d'approbation, délai, seuil de vote, voie d'escalade. Tout était parfaitement défini, sans place pour des interprétations fantaisistes. Quelques minutes plus tard, Norbert a répondu « C'est complet,
nous le mettrons en œuvre immédiatement. René Beaumont a ajouté, cela clarifie tout. Merci. Amélie, cependant, a envoyé une question sur la limite budgétaire. Je l'ai appelée et nous avons passé 20 minutes à revoir la logique. Les postes inférieurs à 1 900 000 € pouvaient être approuvés par les chefs de département et le directeur financier. Tout ce qui dépassait ce chiffre nécessitait l'examen du conseil. Ça a du sens, dit-elle à la fin. Je craignais que cela ne crée plus de bureaucratie, mais c'est équilibré. Après avoir raccroché, je suis rentré chez moi. J'ai passé le week-end à répondre aux appels des membres du conseil, des directeurs de secteur et même de certains concurrents qui, d'une manière ou d'une autre, étaient déjà au courant de tout et voulaient parler d'éventuelles opportunités. Dès le moment où tout a commencé, j'ai décidé de garder les conversations brèves, strictement professionnelles et sans marge d'interprétation. J'avais appris que dans le milieu de l'entreprise, le silence stratégique vaut plus que n'importe quel discours. Le samedi après-midi, René Beaumont m'a appelé. Sa voix semblait fatiguée, mais satisfaite. « Adrien, tu as fait un excellent travail. » J'ai répondu avec un léger sourire, bien qu'il ne puisse pas le voir. J'ai eu un bon professeur, ai-je dit, et une experte comptable qui m'inspirait la terreur. René a laissé échapper un bref rire. Ne te dévalorise pas. Tu as géré cela avec une précision chirurgicale. Que penses-tu d'Élodie Marchand? Elle va démissionner, lui ai-je répondu avec assurance. Si elle ne le fait pas, lundi deviendra une leçon pour tous sur la manière de ne pas affronter le conseil. Je n'ai pas tardé à constater que mon intuition était correcte. En milieu d'après-midi, un journaliste économique a publié un article provenant d'une source anonyme. L'article décrivait Élodie comme une visionnaire luttant contre une direction sclérosée, une force jeune affrontant la vieille garde. Les nuances étaient évidentes, il parlait de moi, et il le faisait avec des insinuations à peine voilées sur mon âge, mon ancienneté dans l'entreprise et ma prétendue incapacité à m'adapter aux temps modernes. C'était une stratégie usée, mais efficace. Elle faisait appel au récit de l'innovation face à la tradition, quelque chose que la presse adorait. L'article a été publié exactement à 17h30 et à 17h32, mon téléphone vibrait déjà. C'était Camille. J'ai vu la fuite, dit-elle sans saluer. C'est clairement l'œuvre d'Élodie. Dernier coup avant de tomber. J'ai déjà pris les devants. J'ai envoyé au conseil un rapport comparatif de performance. Il n'y a aucune chance qu'elle survive à ces chiffres. Et elle avait raison. Le rapport montrait que les réformes d'Élodie auraient supprimé 3 départements entiers qui généraient près d'un 5e des revenus annuels de Logistique Argentie. Les économies opérationnelles, dont elle se vantait, n'étaient que de simples renégociations de contrats avec des fournisseurs, des opérations de routine que n'importe quel directeur financier compétent aurait faites sans avoir besoin d'un plan de restructuration. Les prétendues améliorations dans les entrepôts, qu'elle avait vendues comme une révolution en matière d'efficacité, faisaient partie d'un projet approuvé un an plus tôt sous la direction de l'ancien PDG. C'était une tentative maladroite de s'approprier le travail des autres. Dimanche soir, un email de masse signé par Élodie Marchand est arrivé. L'objet était diplomatique, transition de leadership chez Logistique Argentie. Le corps du message était encore plus calculé. Après mûre réflexion, j'ai décidé de me retirer et de quitter mon poste de directrice générale de Logistique Argentie. Je suis profondément fier des transformations que nous avons impulsées, mais il existe des divergences avec la vision du conseil qui rendent approprié que je cherche de nouvelles opportunités. Je souhaite à Logistique Argentie un avenir de succès et de prospérité. Un adieu poli, presque élégant, conçu pour sauver l'image publique sans admettre la défaite. Mais ceux qui connaissaient le contexte savaient bien qu'il s'agissait d'une retraite forcée. En quelques minutes, mon téléphone a été saturé. Messages, emails, même des appels au milieu de la nuit, directeurs, employés, anciens collègues. Tous voulaient savoir la même chose. Et maintenant? J'ai attendu quelques minutes avant de répondre. Non par indécision, mais par stratégie. Puis j'ai envoyé un communiqué clair et bref. Équipe de Logistique Argentie, comme vous le savez, Élodie Marchand a présenté sa démission en tant que directrice générale. Le conseil d'administration et moi-même présenterons lundi après-midi le plan de transition. En attendant, les opérations se poursuivent sans changement. Les chefs de département conservent leur autorité. Pour toute préoccupation, veuillez contacter vos superviseurs directs.
Merci pour votre engagement et votre professionnalisme durant ce processus. Adrien Delacroix, actionnaire majoritaire. Pas de drame, pas de justification, juste des faits. Quelques secondes plus tard, Camille m'a écrit, réponse parfaite. Tu t'améliores. Bastien, je te l'avais dit, elle démissionnerait. Tu me dois un verre? Lundi s'est levé avec un air différent. Je suis arrivé tôt au bureau de la Tour Argentie et dès que j'ai traversé le hall, j'ai remarqué le changement. Il y avait des conversations à voix basse, des regards de soulagement, même des sourires timides. La tension qui régnait quelques jours plus tôt s'était dissipée. Plusieurs personnes se sont approchées pour me remercier d'avoir sauvé leurs emplois. Je l'ai pris avec modestie. Je savais que le mérite n'était pas seulement le mien, mais celui de l'équipe qui avait maintenu la structure pendant que la tempête passait. À 14h30, la réunion du conseil a commencé. J'ai proposé François Lemoine comme directeur général par intérim. Personne n'a objecté. François avait le mélange parfait d'expérience, de crédibilité et d'humilité. Il ne cherchait pas la reconnaissance, seulement des résultats. Le vote a été unanime. Nous avons passé le reste de l'après-midi à tracer les priorités immédiates, stabiliser la confiance du personnel, rassurer les clients stratégiques et revoir les contrats qu'Élodie avait tenté de modifier pendant son court mandat. À 17h52, je suis sorti du bâtiment et j'ai conduit vers la maison sous une légère bruine. Le ciel semblait toujours gris, mais cet après-midi-là, pour la première fois depuis des semaines, cela ne me pesait pas. En chemin, j'ai reçu 2 messages. Le premier, de René, excellent travail. Logistique Argentie est entre de bonnes mains. Le second, de Camille, la maison du bœuf. Vendredi 19h30. Ne sois pas en retard. Mercredi à 9h précise, je suis retourné au bâtiment. Je portais mon stylo plume dans la poche intérieure de ma veste, juste sur le cœur. C'était un geste symbolique. Il me rappelait d'où je venais et ce que j'avais dû apprendre pour en arriver là. Henri, l'agent de sécurité, m'a reconnu tout de suite. Bonjour, monsieur Delacroix. Bonjour, Henri. Comment s'est passé le week-end? Mieux que prévu, monsieur. J'ai entendu dire que nous avons un nouveau directeur. Par intérim, ai-je répondu. François Lemoine est un homme solide. Les gens lui font confiance. Ça se voit. L'ambiance a complètement changé. Et c'était vrai, même l'ascenseur semblait se déplacer avec plus de légèreté. Au cours de la dernière semaine et demie, Logistique Argentie avait été un champ de bataille, emails divulgués, mouvements internes, réunions tendues et décisions prises à la limite, mais nous avions survécu. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, François m'attendait. Adrien, tu as 1 minute avant la réunion générale, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Nous sommes entrés dans son nouveau bureau. Il avait retiré les meubles design modernes qu'Élodie avait imposés et les avait remplacés par une décoration fonctionnelle, bois chaleureux, lumière naturelle, un bureau sans fioritures. En à peine 2 jours, il avait redonné de l'humanité à l'espace. Je voulais te remercier de ta confiance, dit-il en fermant la porte. Tu ne me dois rien, François, tu l'as mérité. 15 ans de travail impeccable et de loyauté absolue. Ça compte. Même, a-t-il insisté, tu aurais pu garder le poste pour toi. Personne ne l'aurait contesté. Je ne suis pas un homme de scène, ai-je répondu. J'ai toujours été meilleur en coulisses. À 10h précises, la réunion générale a commencé, retransmise en direct à tous les sites. Je suis resté au fond de la salle principale, observant. François a parlé calmement, sans artifice, avec l'autorité de celui qui comprend les chiffres et les gens. Les dernières semaines ont été difficiles, dit-il en regardant la caméra. Mais nous devons maintenant nous concentrer sur la reconstruction et l'avenir. Les employés hochèrent la tête, certains sourirent. Pour la première fois depuis longtemps, ils semblaient faire partie de quelque chose de plus grand que leur propre peur. Il a ensuite poursuivi, Adrien Delacroix restera actif en tant que président du conseil et actionnaire majoritaire. Son expérience et son engagement envers cette entreprise guideront nos décisions stratégiques, tandis que les opérations quotidiennes seront sous ma supervision et celle des chefs de département. Nous avancerons avec prudence, mais aussi avec détermination. Les applaudissements furent sincères. Après le chaos, les gens avaient besoin d'espoir. À la fin,
plusieurs employés se sont approchés pour me serrer la main. Certains le faisaient avec gratitude, d'autres avec soulagement. J'ai accepté chaque salutation avec respect, conscient que protéger l'intégrité de l'entreprise avait été mon devoir, pas une faveur. Au milieu des salutations, Chloé, du service des ressources humaines, m'a arrêté quelques secondes. Les résultats des enquêtes sur le climat de travail sont impressionnants. Une amélioration de 52% par rapport à la semaine dernière. Personne n'avait jamais vu ça. Les gens ont l'impression de pouvoir respirer à nouveau. C'est ce qui compte, Chloé, ai-je répondu calmement. Qu'ils se sentent à nouveau en sécurité. Alors que je partais, Sébastien Perrier, responsable de toute l'opération logistique de la région Ouest et avec plus de 20 ans dans l'entreprise, m'a rattrapé dans le couloir. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu les gens aussi motivés. Adrien, tu as fait plus que tu ne l'imagines. J'ai juste fait ce que je devais, ai-je répondu. Parfois, protéger ce que nous avons construit est le seul travail qui en vaille vraiment la peine. Je voulais les remercier, mais les mots semblaient insuffisants. Élodie Marchand était arrivée avec un plan qui, s'il s'était concrétisé, aurait complètement éliminé mon département, transférant les opérations à un sous-traitant à Lyon. Cela aurait signifié le licenciement de 73 personnes. Heureusement, François Lemoine m'avait déjà confirmé que cette idée avait été définitivement écartée. Élodie, avec son style agressif et ses ambitions impitoyables, avait tenté d'imposer sa vision de l'efficacité sans mesurer les conséquences humaines. En milieu d'après-midi, j'ai reçu un message de Bastien. Ton gars déchire. Ah, et au fait, je serai à la brasserie vendredi. Je me joins à votre dîner. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai répondu sans trop réfléchir, si, ça me dérange. Mais la ligne suivante était dévastatrice, trop tard. J'ai déjà réservé pour 3. Camille a dit que je pouvais venir. Vendredi à 19h30, je suis arrivé au restaurant du centre-ville. L'endroit était toujours aussi cher et solennel que dans mes souvenirs. Murs en bois sombre, banquette en cuir, un éclairage tamisé qui rendait le vin plus profond et le silence plus lourd. C'était le genre d'endroit où le serveur parlait des morceaux de viande comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Camille était déjà là quand je suis arrivé. Elle portait un blazer sobre sur un t-shirt avec le logo d'un vieux groupe et ses lunettes de lecture à mi-hauteur, examinant calmement le menu. « Tu es à l'heure. » Incroyable, commenta-t-elle sans lever complètement les yeux. « Tu as dit que ce n'était pas négociable. » Et ça ne l'était pas. Elle ferma le menu avec détermination. Côte de bœuf. À point. Et toi, comme toujours, tu prendras le faux filet. 20 minutes plus tard, Bastien est apparu, sa chemise de travail remplacée par une chemise à boutons fraîchement repassée. Il s'est laissé tomber à côté de moi avec son sourire habituel. Waouh, c'est chic ici. Des serviettes en tissu. C'est quoi ça? Un mariage? Camille a commandé une bouteille de vin dès le retour du serveur. Nous célébrons, dit-elle en faisant un geste vers moi. C'est Adrien qui paie, alors profitons-en pour que ce soit mémorable. Pendant le dîner, nous avons passé en revue les 2 dernières semaines. Bastien ne pouvait s'empêcher d'interrompre de temps en temps pour ajouter des détails que j'avais oubliés, comme la fois où il a garé sa camionnette dans une zone de livraison juste en face de la tour Argentie pour obliger la sécurité à le noter ou quand il a décidé d'emballer avec du papier cadeau les documents juridiques qu'il a livrés à Norbert Faure. « Tu as vraiment emballé des documents juridiques avec un ruban ?» demanda Camille, incrédule. « Bien sûr, avec du ruban rouge et tout, » dit Bastien en riant. « Si tu vas recevoir des nouvelles qui changent ta vie à 6 heures du matin, autant qu'elles aient l'air importantes. » Il se pencha en arrière avec son verre. Je parie que la sonnette vidéo de Faure m'a filmé en train de le faire. Cet enregistrement doit valoir de l'or. Après que Bastien a insisté pour prendre un dessert, pourquoi? C'est Adrien qui paie, nous avons terminé au milieu des assiettes et des verres vides, riant comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. Camille, toujours pratique, a sorti son téléphone. L'heure de vérité, annonça-t-elle. Total de l'addition avant pourboire, 523 €. Et comment on partage, ai-je demandé. On ne partage pas. Tu paies, a-t-elle répondu sans la moindre culpabilité. J'ai soupiré, résigné. D'accord, parfait. Alors je vais prendre un autre dessert à emporter. Bastien, tu veux quelque chose?
Ils peuvent emballer un faux filet, a-t-il plaisanté. 20 minutes plus tard, nous sommes sortis du restaurant avec des sacs de nourriture à la main. Sur le trottoir, Bastien m'a donné une tape sur l'épaule. Je suis fier de toi, mon frère. Tu es passé de licencié à propriétaire en un peu plus de 2 semaines. Ça mérite un film. 2 semaines et demie, ai-je précisé avec un sourire. Et ce n'est pas seulement grâce à moi. Camille se tourna en haussant un sourcil. Arrête-toi là. Si tu vas dire quelque chose de sentimental, je te l'interdis. Accepte le compliment et passe à autre chose. Merci, ai-je dit en riant. Le lundi suivant, François Lemoine a dirigé sa première réunion exécutive. J'y ai assisté en tant que président du conseil. Son leadership était solide, direct, sans fioritures inutiles. À la fin, Norbert Faure s'est approché de moi avec un dossier sous le bras. Le conseil veut officialiser ta position, dit-il. Président du conseil d'administration avec le package de compensation correspondant. Ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Tu supervises des décisions stratégiques, tu assistes à des réunions et tu examines des contrats importants. C'est du travail, et le travail doit être rémunéré. Il m'a tendu le dossier. Package standard de président, 265 000 € par an. Plus des options d'achat d'actions. Camille l'a déjà examiné. Elle a dit que c'était une valeur de marché juste. Tu as envoyé ça à Camille. Elle m'a appelé la semaine dernière, répondit Norbert avec un air presque amusé. Et elle a dit, je cite, si tu essaies de le payer moins, je te ferai subir un audit dont tu te souviendras toute ta vie. Alors par sécurité, je le lui ai envoyé en premier. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon ex-femme est effrayante. Et à juste titre, répondit Norbert en retenant un sourire. J'ai signé l'accord. Il avait raison. Ce travail méritait une rétribution. J'ai sorti mon stylo plume de ma poche et je l'ai observé sous la faible lumière. L'inscription était toujours la même, construit quelque chose qui dure. 23 ans de sacrifice m'avaient conduit à ce moment. Il ne s'agissait pas d'un titre prestigieux ni d'un bureau au plus haut étage. C'était la satisfaction silencieuse de savoir que lorsque je déciderais de prendre ma retraite, Logistique Argentie serait toujours debout, que les gens auraient encore du travail, que l'effort collectif n'aurait pas été vain. Et pour moi, c'était plus que suffisant. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.